Nous avons compris dans la première séquence que le système multi-oscillant est sensible à des donneurs de temps externes. Voyons maintenant, avec quelques exemples, comment ces Zeitgeber agissent pour réguler finement notre physiologie ou au contraire la perturber selon le moment où ils interviennent. Quelques explications préalables pour la compréhension de ces données scientifiques. Lorsqu'une souris, animal nocturne, est maintenue en obscurité constante, elle exprime son rythme endogène d'activité-repos. La phase active est appelée nuit subjective. La souris est active comme en nuit réelle. Et la phase de repos, jour subjectif. La souris se repose comme elle le ferait en jour réel. Le temps endogène est appelé temps circadien, abrégé CT. Et par convention, le jour subjectif est compris entre les CT0 et CT12 et la nuit subjective entre CT12 et CT24. Nous voyons ici qu'en libre cours, Perrin est exprimé pendant le jour subjectif. Rappelons que cette expression endogène est due à l'action circadienne de clock B-1 présent à ce moment-là. Une stimulation lumineuse entraîne la libération de glutamate dans les SCN. Une cascade d'événements secondaires impliquant phosphocrèbe stimule alors l'expression du gène période 1. Une stimulation photique a donc peu d'effet si elle est appliquée pendant le jour, lorsque PER est déjà exprimé. Mais la même stimulation appliquée pendant la nuit induit l'expression inhabituelle de PER. Donc la lumière, pendant la nuit subjective, mais aussi réelle, induit la synthèse de la protéine PER à un moment du cycle où elle devrait être absente. C'est la principale explication moléculaire des perturbations des SCN soumis à une lumière pendant la nuit. Dans la rétine, les cônes et les bâtonnets sont responsables de la phototransduction, puis l'information est transmise au cerveau par les cellules ganglionnaires rétiniennes. Quelques-unes de ces cellules projettent spécifiquement sur les aires non visuelles, comme celles impliquées dans le réflexe pupillaire, ou en ce qui nous concerne, l'horloge principale, les SCN. De très belles études en chronobiologie, fin des années 90, ont montré que ces cellules ganglionnaires sont intrinsèquement capables de phototransduction. De plus, le nouveau photopigment spécifique, la mélanopsine, répond aux longueurs d'onde de lumière bleue. Les problèmes de pollution lumineuse de nos environnements modernes sont donc aggravés par le fait que les nouvelles lumières artificielles sont souvent riches en bleu, comme celle de certains LED d'éclairage public ou la lumière émise par nos écrans de tablettes et autres téléphones portables. Abordons maintenant les effets de l'alimentation. D'abord ceux de l'heure des repas. Une souris nourrie ad libitum, c'est-à-dire avec libre accès à l'alimentation, consomme essentiellement pendant sa phase active, la nuit. Sur les représentations schématiques d'expression de Perrin, on confirme que celui-ci est exprimé pendant le jour dans les SCN. Dans le foie, il est exprimé plus tard, la nuit, et ceci a la relation de phase habituelle entre ces deux horloges en conditions normales. Mais si on restreint l'accès de la nourriture au jour, on constate que la prise alimentaire diurne est sans effet sur les SCN, alors que l'horloge du foie est avancée. Il y a donc dans ces conditions une profonde désynchronisation interne entre le chef d'orchestre, les SCN, et les tissus périphériques comme le foie. Considérons maintenant l'aspect plus métabolique de la nourriture, avec l'exemple d'une alimentation trop riche en graisse. Un rongeur nocturne, avec libre accès à une alimentation équilibrée, se nourrit, on l'a dit, essentiellement la nuit. Mais si on lui propose une nourriture riche en lipides, très rapidement, il augmente sa prise alimentaire diurne et diminue sa consommation nocturne. On constate ensuite un amortissement de rythme sous contrôle des SCN, comme celui de la température corporelle. Le fonctionnement des SCN est effectivement perturbé. Par exemple, si un animal du régime gras est maintenu en libre cours, il apparaît que la période endogène de son rythme d'activité locomotrice est allongée par rapport à celle d'un animal contrôle. C'est ce que nous montrent les actogrammes, figures qui se lisent de haut en bas, où chaque ligne correspond ici à 2 jours successifs d'enregistrement. Les zones foncées correspondent à l'activité locomotrice de l'animal. De jour en jour, celui-ci commence son activité un peu plus tôt que la veille. Sa période endogène est donc un peu plus courte que 24 heures. Chez l'animal en régime gras, à droite, la pente est moins marquée. La période endogène est plus longue que celle du contrôle. De plus, les SCN répondent moins bien aux stimulations lumineuses. Ceci peut être observé dans les expériences qui modélisent le jet lag. Si l'on décale le cycle LD, lumière-obscurité, comme après un vol transméridien de 6 fuseaux horaires,
Il faut environ 6 jours pour qu'un animal contrôle soit en phase avec son nouvel environnement lumineux, ce qui est déjà beaucoup. Or, il faut près de 2 jours de plus aux animaux nourris avec un régime gras. Vous saviez déjà probablement, comme tout à chacun, qu'il est important de respecter, autant que faire se peut, un rythme de vie régulier, de ne pas s'exposer à la lumière pendant la nuit, en particulier la lumière bleue. Vous en connaissez maintenant, j'espère, un peu plus les raisons scientifiques. En ce qui concerne l'alimentation, si l'on transpose les données expérimentales à l'homme, espèce diurne, il est légitime de conclure qu'il est important de respecter un temps de consommation et un temps de diète, c'est-à-dire de ne pas manger pendant notre temps de repos nocturne et surtout pas de nourriture grasse.